CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission hebdomadaire dédiée aux banques, aux assurances et aux finances, en somme à votre argent. Au sommaire du RTI Money cette semaine, notre grand reportage consacré à la bataille du Covid pour les entrepreneurs frappés par la crise sanitaire. Comment redémarrer la production ou trouver les financements pour faire face à la chute de la trésorerie? Quel dispositif d'accompagnement a été mis en place par les banques et le fonds de soutien aux PME? Entre galère et espoir, nous suivrons le parcours de nombreux entrepreneurs confrontés à une crise inédite. Ensuite, dans la rubrique Money Time, qui décrypte le jargon de la finance, on vous emmène ce soir dans les dessous d'une expression très utilisée à la bourse, la capitalisation boursière. Et puis en fin d'émission, avec notre invitée cash, une des meilleures spécialistes de l'art contemporain africain, la galériste Cécile Fakouri, qui va nous parler de la cote de cet art qui peut rapporter de très gros sous. Baisse du chiffre d'affaires, suppression d'emplois, mise au chômage technique, report ou arrêt des investissements. Depuis quelques semaines, de nombreux entrepreneurs s'inquiètent face aux conséquences de la pandémie à coronavirus sur leurs activités. Pour réduire l'impact de cette crise sanitaire, des plans d'accompagnement ou de soutien ont été mis en place par le gouvernement et par les banques pour aider ces entrepreneurs à surmonter cette période difficile. Comment bénéficier de cet argent frais? Quels critères pour être éligible? Les montants en jeu sont-ils à la hauteur de la crise qui frappe? Voici Covid-19, le SOS des entrepreneurs, le grand reportage de cette semaine. Un son gravé sur une clé USB cryptée, plutôt que sur un CD. Voilà l'innovation sur laquelle Charles Nguessan travaille depuis 2 ans. Un jeune entrepreneur qui entend révolutionner le marché de la création artistique et littéraire avec ses clés USB sécurisées et accessibles à tous. Voici aujourd'hui ces genres de clés. L'USB, c'est à l'effigie donc de l'artiste. Quand un client ou bien un mélomane achète par exemple l'album de son artiste, tout de suite, il utilise sur sa clé, sur son téléphone, il est en train de, voilà, vous voyez, c'est en train de jouer. Avant l'épidémie de la Covid-19, Charles avait plusieurs commandes en cours et de multiples projets de vente de ses clés USB. Mais la crise sanitaire a donné un coup d'arrêt à ses activités. La commande de Patrick, toi là, oui, c'est ça. Nous avons, comme on l'a dit, les différentes matières que nous utilisons. On prend ça à l'extérieur pour venir faire déjà le reste des montages ici. Et déjà, depuis qu'il y a eu la crise, nos partenaires ont été affectés aussi. Et encore plus, le partenaire financier qui devait nous accompagner pour pouvoir donc alimenter donc ces points de vente a jugé bon, lui dit, bon, tiens, nous on ne peut pas nous engager durant cette crise parce qu'on cherche à financer les produits de première nécessité, pas des produits, des accessoires qu'on va financer en ce moment. Du coup, nous on était stoppés. Alors que son projet semblait bien parti, la pandémie a contraint Charles à arrêter sa production avec près de 8 millions de francs de clés bloquées à l'étranger. Pour trouver de l'argent frais, il relance ses clients artistes en espérant recouvrer les sommes des commandes, déjà livrées estimées à plus de 3 millions de francs CFA. Mais difficile de recouvrer son argent dans le secteur culturel, l'un des plus touchés par la crise économique. Bonjour à tous. Comme tous les lundis matins, Charles tient une réunion de crise avec son équipe. Depuis le début de la pandémie, un seul ordre du jour au menu, comment arriver à survivre au Covid. Cette semaine, en ce qui concerne le service commercial, il va tout simplement suivre les courriers qu'on avait déjà envoyés à nos différents clients pour que déjà vous puissiez avoir déjà leur retour, si déjà la situation leur permet déjà de pouvoir relancer les différentes commandes en cours. Pour économiser sa trésorerie, le chef d'entreprise a déjà dû devoir réduire ses effectifs. On était 10 et la crise a fait qu'on était obligé de libérer autour de 7 personnes, puisque déjà il n'y a pas d'activité. Donc même ceux qui sont là aujourd'hui, ils viennent en alternance. C'est-à-dire qu'ils ont 2 jours de la semaine. Ils viennent le lundi et le mercredi. Et les autres jours, ils sont à la maison. Pour pouvoir donc réduire considérablement également les charges. Mais aujourd'hui, les réels problèmes que nous rencontrons, c'est qu'on n'a plus de production. Vous voyez, si on n'a plus de production, il n'y a plus de nécessité de faire venir des gens. Donc, ils préfèrent donc rester à la maison que de venir s'asseoir sans marcher, sans travail, puis on ne peut pas les payer à la fin du mois.
La mise au chômage technique, une des nombreuses conséquences de la crise sanitaire sur les petites et moyennes entreprises. Des PME et des entrepreneurs frappés de plein fouet qui se retrouvent ce matin-là au siège de la Chambre de commerce. Ils viennent y prendre connaissance des résultats d'une étude sur l'impact négatif de la Covid-19 sur les entreprises. Je vais présenter quelques résultats principaux de l'étude. 88% des PME ivoiriennes estiment avoir ressenti les effets de la crise au niveau de leur chiffre d'affaires et 35% d'entre elles ont procédé soit à des licenciements ou à des mises en chômage. Parmi les participants, Jean-Paul Aka, un chef d'entreprise dans l'agroalimentaire qui est spécialisé dans la transformation et la vente de riz local. Une activité qui a aussi subi des pertes. Donc quand je regarde effectivement l'impact du Covid, on va dire que on ne pourrait que s'attendre à cela. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Jean-Paul de retour dans ses locaux. Aujourd'hui, nous avons combien de commandes? On va dire, on a eu 4 clients. 4 clients. Malgré un nombre de commandes en hausse, la PME n'a pas pu gagner plus d'argent auprès de ses clients. L'isolement du Grand Abidjan a perturbé toutes ses lignes d'approvisionnement. Grâce au Covid, nos commandes ont augmenté. Malheureusement, nous avons eu des difficultés pour pouvoir répondre aux commandes en fait. Parce qu'on a eu des difficultés d'approvisionnement en matières premières à cause des déplacements, mais surtout aussi compte tenu de la situation du Covid, la plupart de nos fournisseurs ont dû augmenter le coût de leurs matières premières. Donc cela aussi a eu un impact sur la structure de nos coûts. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bon, là on est en brainstorming pour les 3 principaux axes qu'on a identifiés pour la stratégie post-Covid. Jean-Paul rejoint son équipe marketing qui travaille sur la stratégie post-Covid de l'entreprise. Un document qui lui permettra de demander de l'argent frais à l'État. Il entend souscrire au fonds de soutien aux PME institué par le gouvernement et doté de 150 milliards de francs CFA. Au niveau de la distribution, nous avons proposé de mettre en place plusieurs points de vente dans les quartiers qui seront gérés par les jeunes. Parce que nous avons constaté que la Covid-19 a eu un impact considérable sur les emplois. Donc, essayez de creuser et puis bon, comme je l'ai dit, on fait le point d'ici 17h. L'inscription au fonds de soutien aux PME se fait en ligne. Les petites et les moyennes entreprises peuvent obtenir des prêts à taux zéro ou de 2,5%. Jean-Paul souhaite emprunter 50 millions, de quoi relancer son activité, mais il lui faut pouvoir répondre à tous les critères d'éligibilité. Effectivement, plusieurs critères ont été demandés. Nous répondons à différents critères, mais à certains critères pour lesquels nous ne répondons pas. En tout cas, actuellement, on n'est pas en mesure de répondre. Ils avaient demandé, par exemple, le bilan des exercices des 3 dernières années. Nous, on a été créé en septembre 2017. Donc, on a 2 ans. Donc, bon, sur cet aspect-là, on n'est pas encore prêt, mais on va pas se décourager parce que pour nous, c'est une aubaine, en tant que PME, d'avoir accès au financement. Des critères qui sont examinés par l'Agence publique Côte d'Ivoire PME chargée de traiter les dossiers de demande. L'agence n'a pas souhaité participer à ce reportage. Au 30 juin, elle avait examiné 537 dossiers et attribué un montant de 1,4 milliard à 51 PME. Joseph Bani est l'un des 10 premiers bénéficiaires de ce fonds PME. Il dirige une entreprise d'agroalimentaire spécialisée dans la transformation et la commercialisation de produits locaux. Grâce au prêt à taux zéro de 10 millions qui lui a été accordé, il a pu relancer l'activité. Avec le Covid, on a rencontré beaucoup de difficultés parce qu'il faut dire que 70% de notre chiffre d'affaires était à l'export. Depuis cette année, nous n'avons même pas encore fait une seule exportation. C'est pour ça que nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons souscrire, par exemple, au fonds par rapport aux 2,5 de taux d'intérêt. Parce qu'on ne peut pas maintenir, si on ne produit pas, on va retourner, ça va être le serpent qui se mord la queue. Avec son premier prêt à 0% via le fonds, Joseph Bani a pu relancer cette unité de production située à Bingerville. Pour cet entrepreneur, l'heure est désormais à la conquête du marché local. Nous sommes ici dans l'unité de production. Voilà, c'est ici que les dames travaillent les différentes farines. On était pratiquement à l'arrêt il y a environ 2 semaines. Avec le fonds que nous avons reçu, je vous ai dit, il y a une 70% qui est parti
pour le règlement des salaires, comme cela a été dédié. Il y a 15% pour créer les anciennes créances et 15% pour relancer la production. On espère pouvoir souscrire à d'autres fonds afin de pouvoir maintenir la production maintenant, pour ne pas encore tomber. Trouver de l'argent à tout prix, une course contre la montre pour de nombreux entrepreneurs qui veulent éviter la faillite. Si certains se sont tournés vers le fonds PME, d'autres ont plutôt misé sur leur banque, comme cette entreprise du secteur du contrôle technique automobile. Je suis passé là pour recueillir des nouvelles, éventuellement pour voir la station, effectivement, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire cette journée, quoi. Sur son site de Vridi, l'activité est au ralenti comme le constate Ya Emile, le directeur général délégué de la structure qui a ouvert ses portes en plein début de crise du coronavirus. Les appareils importés de France étaient à peine arrivés à la mi-mars que déjà les liaisons aériennes Paris-Abidjan étaient suspendues. Un confinement qui a pesé lourd sur la start-up. Il faut dire que ça n'a pas été facile. Quand les appareils sont arrivés, le technicien qui était venu pour mettre en marche ces appareils, 48 heures après l'annonce, la déclaration du président français, le monsieur est reparti. Donc il a fallu travailler en télétravail par vidéoconférence pour pouvoir mettre en place et faire démarrer ces appareils. L'autre impact, c'est que Abidjan étant confiné, ça agit un peu sur nos activités. Une situation qui se fait ressentir sur la trésorerie de cette entreprise. Anne-Lise, la directrice financière, a donc été mandatée pour négocier un plan d'accompagnement avec la banque. J'ai finalement pu avoir un rendez-vous à la BNI par rapport au report de nos échéances. Donc ils vont me recevoir tout à l'heure. Donc c'est autant d'éléments que je pourrais leur mettre sur la table pour pouvoir assurer notre report. Cet après-midi-là, Anne-Lise est attendue par le gestionnaire de compte de l'entreprise. Son objectif, obtenir de nouveaux échéanciers de remboursement du prêt contracté pour démarrer le projet. Un prêt que l'entreprise devait rembourser à compter de mars et pendant 36 mois. Mais avec la pandémie de Covid-19, rien ne se passe comme prévu. On était parti sur un démarrage effectif au mois de mars, donc on devait générer déjà du chiffre d'affaires au mois de mars. On allait être plus à l'aise donc pour pouvoir les rembourser sans stress financier. Mais malheureusement, on s'est retrouvé avec 2 mois de décalage sur notre démarrage. Et ce n'est que le 19 mai 2020 qu'on a pu effectivement commencer nos activités. Une fois à l'agence, elle retrouve Ousmane Diallo, son gestionnaire de compte. Face à lui, Anne-Lise va exposer les difficultés de trésorerie actuelles de son entreprise. Quelle est la situation de votre entreprise actuellement? Ce qu'on avait conclu, c'est que dès le mois de mars, on commençait à faire du chiffre d'affaires. Mais là, n'ayant pas pu commencer, on ne peut plus honorer nos engagements. Ousmane Diallo va lui proposer un plan d'accompagnement financier pour retrouver de l'air. Aujourd'hui, vous avez la possibilité donc de bénéficier d'un report d'échéance de 3 mois sur la ligne de votre crédit. Sous la double incitation des États et de la Banque centrale qui a mis des liquidités à leur disposition, de nombreuses banques ont lancé un dispositif d'aide aux PME. L'urgence consistant à prêter de l'argent pour éviter des licenciements massifs et une crise sociale majeure. En plus des reports d'échéanciers, nous avons des crédits court terme que nous mettons en place, que ce soit des spots ou des lignes de découvert, ce qui permet, on va dire, de soulager la trésorerie du client et lui permet de faire face à ses charges fixes, notamment donc les charges salariales. Une fois que le client nous envoie son courrier de demande de report d'échéance ou son besoin de financement supplémentaire, nous faisons une instruction et à travers une note que nous envoyons directement par email à l'ensemble des membres de notre comité de crédit et qui, au bout d'une semaine maximum, nous donne la réponse avec un avis soit favorable ou un avis défavorable. L'argent, plus que jamais le nerf de la guerre pour répondre aux SOS de ces entrepreneurs qui forment à eux seuls plus de 80% du tissu économique national.
Tant d'événements vécus, tant de chemins parcourus ensemble, depuis le début, à chaque instant, en toutes circonstances, en tout lieu. Elle est là, bien présente au cœur de nos vies. La CNPS, votre partenaire pour la vie. À suivre, l'invité cash du RTI Money avec la célèbre directrice de galerie, Cécile Fakouri, qui parcourt l'Afrique et le monde pour dénicher des pépites de l'art contemporain africain. Un secteur en plein boom financier dont elle nous parlera des enjeux. Mais avant, voici la rubrique Money Time qui nous plonge cette semaine dans les dessous d'un terme qui revient souvent à propos des entreprises cotées à la bourse. On vous dit tout ce soir sur la capitalisation boursière. Regardez. C'est une expression qu'on entend beaucoup dans les salles de marché aux actions, dans les bourses de valeur ou en cas de fusion et acquisition de très grandes entreprises. La capitalisation boursière correspond à la valeur totale de toutes les actions d'une entreprise, chaque action représentant une part du capital de la société et donc un titre de propriété. Pour acheter toutes les parts de cette entreprise, il faudrait alors à l'acquéreur de débourser le montant total de sa capitalisation boursière. La capitalisation boursière est un indice scruté par les investisseurs pour évaluer la taille d'un grand groupe ou sa valeur sur le marché. Une valeur qui peut changer rapidement en fonction du cours de la bourse. Si le cours de l'action est à la hausse, la capitalisation s'envole et la valeur de l'entreprise aussi, ce qui rend ses actionnaires plus riches. Au contraire, si l'action plonge, la capitalisation s'effondre, le prix de l'action aussi et la richesse de ses actionnaires part en fumée, ce qui est souvent une bonne nouvelle pour ceux qui veulent acheter des parts de l'entreprise car ces parts seront moins chères. Prenons un exemple de la plus forte capitalisation sur la place boursière d'Abidjan, à la Bourse régionale des valeurs mobilières, celle de la compagnie Sonatel. Pour estimer la capitalisation boursière de ce grand groupe, il faut multiplier le nombre de toutes ses actions par le cours de l'action en bourse. Au 31 décembre 2019, le groupe avait émis 100 millions d'actions à 16 995 francs CFA, d'où une capitalisation boursière de 1699,5 milliards de francs CFA. Au total à la BRVM, la capitalisation boursière de la place d'Abidjan, c'est-à-dire celle de toutes les 45 entreprises qui y sont cotées, était à la date du 6 mai 2020 à plus de 4 131 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 6 milliards de dollars. Loin, très loin du champion africain de la capitalisation boursière, l'Afrique du Sud, avec ses 670,91 milliards de dollars. Le Maroc est deuxième avec 50,3 milliards, suivi de l'Égypte avec plus de 37 milliards de dollars et du Nigeria, seul représentant de l'Afrique de l'Ouest avec environ 29 milliards de dollars de capitalisation boursière. On notera que ces capitalisations datent de mai 2020. Selon ce critère, la Côte d'Ivoire est la 7e place boursière du continent. Mais avec les incertitudes économiques actuelles, ces classements pourraient être chamboulés dans les prochaines semaines. L'invitée ce soir est une passionnée d'art africain. Elle fait la promotion de l'art contemporain sur le continent à travers sa galerie. Cécile Fakouri, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci de nous recevoir dans votre galerie, ici à Abidjan. Avec vous, on va parler du marché de l'art africain. Est-ce qu'on peut dire que l'art africain est bien coté? Alors, oui, on peut dire ça, parce qu'il y a des artistes africains qui sont très bien cotés, qui font des prix très élevés en premier marché, en second marché. On observe depuis plusieurs années, on va dire depuis 4-5 ans, une vraie évolution de ce marché-là. Et ça peut partir jusqu'à combien? Des artistes, alors par exemple une artiste sud-africaine qui s'appelle Marlène Dumas, c'est plusieurs millions d'euros, 3-4 millions d'euros. Un tableau? Un tableau. Il y a des artistes comme éthiopienne, Julie Méretou, pareil, plusieurs millions d'euros. Voilà, ça c'est des gros prix, c'est sûr. Et en fait, c'est des artistes qui sont intégrés dans le marché de l'art international. Est-ce qu'il y a une région qui est en avance sur une autre, justement? Vous avez parlé tout à l'heure de l'Afrique du Sud. Il y a des régions qui sont plus structurées que d'autres, je dirais. L'Afrique du Sud en fait partie. Parce que, alors, en fait, pour créer un marché de l'art, il faut créer un écosystème qui fonctionne. Donc, c'est-à-dire qu'il faut des galeries, évidemment des artistes. Mais ça, ils sont à peu près partout, les artistes. Mais là, il y a des formations, il y a des artistes, il y a des galeries, il y a des collectionneurs, il y a des maisons de vente. Il commence à avoir des maisons de vente et il y a des musées. Chaîne, en fait. Ouais. Oui. Il faut toute une chaîne, en fait, pour que tout cet écosystème se mette en place et qu'un marché puisse
évoluer et être soutenue. Qu'en est-il pour notre zone? Notre zone aussi se développe. L'Afrique de l'Ouest avec le Nigeria, par exemple, qui commence à se structurer. Nous, en Côte d'Ivoire, on a des très bons artistes. Je pense qu'il y a un terreau qui est hyper fertile pour développer un marché. Alors, à quel moment on parle d'un artiste coté? Comment se construit la cote d'un artiste? Est-ce qu'il y a des experts qui la déterminent? Comment ça se passe? Oui, bien sûr. Alors, la cote d'un artiste, c'est les galeries. C'est le premier marché qui va créer ça au début. Et puis après, rentre dans la danse peut-être le second marché. Le second marché, c'est les ventes aux enchères, c'est les maisons de vente. Quand l'œuvre est passée sur un premier marché, c'est-à-dire souvent en galerie, il peut arriver sur le second marché où le premier propriétaire, le premier collectionneur va vouloir le revendre. Et là, il s'adresse à une maison de vente qui va mettre en vente cette œuvre d'art. Et ça, le second marché peut vraiment donner la cote d'un artiste, puisque c'est très, très organisé, très travaillé. Donc moi, dans un premier temps, en fait, quand l'artiste est jeune, il y a des sortes pas de barème, mais on sait qu'un jeune artiste qui a pas fait grand-chose, qui est vraiment émergent, qui est en construction, et ben il va valoir tant. Et puis un artiste qui commence à avoir fait plusieurs expositions dans son pays, à l'étranger, qui commence à être collectionné par tel musée, telle collection, telle fondation. Tout ça, ça oriente un peu le prix de l'artiste. Vous donnez de la visibilité aux artistes avec les expositions. Ça a un coût quand même. Oui, ah oui, oui. Disons, on va être plus concret. Ouais. Sur un tableau, par exemple, celui-là, quelqu'un l'achète, vous gagnez combien en termes de pourcentage? Globalement, dans le monde entier, ça se passe comme ça. Une galerie avec une structure un peu à portée internationale, ça va être 50-50 entre l'artiste et la galerie. Et après, voilà, les frais inhérents à la galerie sont assez lourds à porter, effectivement. Les 50%, il y a beaucoup de gens qui disent « 50%, c'est énorme de prendre 50% à un artiste ». Je suis d'accord, en soi, oui. C'est l'artiste qui a fait le travail et puis une galerie, une entité prend 50%. Mais les 50%, elles servent vraiment à la promotion de l'artiste. En matière d'assurance, comment ça se passe? C'est des assurances inhérentes au transport. C'est le transporteur qui vous impute, qui vous ajoute une assurance en fonction de la valeur de l'œuvre. Donc c'est l'assurance qui est portée par le transporteur, on va dire. Parlons à présent de l'avenir de votre secteur d'activité. Comment vous le voyez? Est-ce qu'il faut très tôt, dès le départ, encourager les écoles privées, par exemple, à l'éveil artistique chez les enfants? Comment vous voyez ça? Oui, moi je pense qu'il y a plusieurs choses. Bien sûr, je pense que ça viendra de là, c'est l'éducation. Je pense qu'il faut évidemment le plus tôt possible valoriser et expliquer ce que c'est un artiste, ce que c'est une culture, à quel point c'est important de connaître sa culture, à quel point ça peut être pertinent de connaître un artiste, de comprendre le travail d'un artiste, parce que finalement l'art contemporain, ça parle de nous, ça parle de nos sociétés, ça parle des déséquilibres, de la beauté du monde, du déséquilibre du monde, ça parle de ce qui est en train de se passer en ce moment. Moi je pense qu'on peut avoir une culture générale fantastique qu'en regardant les artistes. Et c'est la clé pour avoir une vraie industrie ici en Côte d'Ivoire déjà? Oui, je pense que pour avoir une vraie industrie, il faudrait quelques lieux un peu forts. Je pense qu'il faudrait un musée. Je pense que en a déjà? On en a déjà, effectivement. Il faudrait un musée avec peut-être un peu plus de moyens. Je pense qu'à un moment, il faut qu'il y ait une vraie motivation de l'État, peut-être couplée d'une motivation émanant d'un privé ou de privés multiples. Avec l'impact de la crise sanitaire, est-ce que les prix vont baisser? Est-ce que l'argent va fuir? Est-ce que vous pensez qu'en temps de disette, on pense à acheter des œuvres d'art? Globalement, le marché a ralenti. Bien sûr, parce que ça a été quelques mois hyper particuliers dans la vie de tout le monde. Après, moi, ce que je perçois, c'est l'intérêt est là, la motivation est là. Je pense qu'il y a une vraie force des collectionneurs sur le continent africain, à savoir que finalement, on est sur un marché qui est un peu précaire, qui n'est pas complètement établi. Et donc, il y a un vrai soutien, il y a une vraie volonté à faire vivre cette scène. Après, oui, je ne sais pas combien de temps cette crise va durer. C'est sûr que comme toute crise, ça va impacter pendant un certain temps le marché de l'art. Nous, on va voir comment on va se sortir de tout ça, mais je pense que
on peut se battre, on peut continuer à travailler et ça ne sera pas simple. De toute façon, ça n'a jamais été simple. Hein. Donc, on va continuer de travailler pour que ça émerge. Cécile Fakouri, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Money. Merci à vous. Merci, Justine. RTI Money, ce soir, c'est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans une semaine, mercredi soir. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.